J'ai apporté l'appareil photo de ma défunte femme au développement, m'attendant à des souvenirs. Le photographe, un ami de la famille, m'a arrêté. Ne montrez ces photos à personne d'autre. Il m'a tendu une enveloppe scellée d'une main tremblante. Ce que j'ai vu dans ces derniers clichés a révélé un secret terrifiant qui allait tout changer. 3 mois après avoir enterré ma femme, j'ai enfin trouvé le courage de toucher son appareil photo. Je m'appelle Michel Dufour, et à 67 ans, je n'aurais jamais pensé devoir apprendre à vivre seul dans cette ferme du Cantal. Avec Nathalie, nous avons élevé 2 enfants ici. Brice, qui gère une entreprise de transport en difficulté, et Adrienne, mariée depuis 6 ans à Roderick Stone. Nous avons bâti une belle vie sur ces 5000 hectares. Puis avril est arrivé, et tout a basculé. Le vieux Nikon était posé sur le comptoir de notre cuisine comme un monument au chagrin. Nathalie l'avait transporté partout durant sa dernière année, documentant notre ferme avec passion. Elle avait toujours été la conductrice la plus prudente, mais ses freins avaient lâché sur la D920. « Juste un accident », m'a dit le gendarme. Ce matin-là, j'ai enveloppé l'appareil dans une vieille chemise et j'ai roulé 20 minutes jusqu'à Millfield. Howard Sinclair développait nos photos depuis avant notre mariage. Son magasin se trouvait entre la quincaillerie Murphy et l'ancien restaurant, désormais une vitrine vide, dans une ville mourante. « Michel, » a dit Howard, « je me demandais quand tu passerais. » J'ai posé l'appareil sur son comptoir. « Sa dernière pellicule, je suis prêt. » « Donne-moi 1 heure. » Quand je suis revenu, Howard m'attendait avec une enveloppe Kraft, son expression troublée. « La plupart sont magnifiques, Michel. La ferme, le bétail, ce vieux chêne. Mais il y a quelque chose que tu dois voir. Viens à l'arrière. » Tes photos pendaient d'une corde à linge comme des pièces à conviction. Les premiers clichés montraient des scènes typiques. Puis, elles ont changé. On dirait qu'elles se cachaient, prenant des photos derrière des arbres, a dit Howard doucement. Les images montraient notre pâturage et sous des angles dissimulés. Des hommes en combinaison blanche travaillaient près du ruisseau des Saules. Du matériel que je ne reconnaissais pas. Puis la dernière photographie m'a frappé comme un coup de poing. Roderick Stone. Mon gendre se tenait au bord de notre ruisseau dans l'obscurité précédant l'aube. À côté de lui, un inconnu l'aidait à déverser le contenu de grands conteneurs métalliques directement dans l'eau. Leurs actions étaient indéniables, délibérées, secrètes, criminelles. « Bon sang », ai-je murmuré. « Michel, ces photos, si les mauvaises personnes apprennent qu'elle les a prises, tu pourrais être en grave danger. Cache-les quelque part en sécurité. S'ils l'ont tué pour ces photos... » Les mots sont restés suspendus entre nous comme une sentence de mort. La panne de frein de Nathalie prenait soudain un sens terrible. J'ai conduit jusqu'à la maison, l'enveloppe brûlant contre le siège passager. Notre ferme semblait différente. Plus comme le sanctuaire que nous avions bâti, mais comme une scène de crime. Le ruisseau où nous avions appris à nos petits-enfants à pêcher, désormais contaminé par ce que mon propre gendre avait déversé. La question maintenant était, qu'allais-je faire à ce sujet? Cet après-midi-là, Adrienne et Roderick sont arrivés à l'improviste. J'avais à peine fini de cacher les photographies quand leur BMW a crissé sur l'allée. Par la fenêtre, j'ai regardé ma fille sortir, ses talons de créateur complètement inadaptés à la ferme. Roderick a redressé son costume coûteux. Il venait en plus souvent depuis l'enterrement, toujours avec une sollicitude qui semblait jouer. « Papa, tu as l'air fatigué ?» a dit Adrienne. « Cette maison semble si vide. » « Je me débrouille très bien. » Roderick s'est installé dans mon fauteuil sans invitation. « Michel, nous sommes inquiets. Gérer 5000 hectares seul à ton âge, c'est une responsabilité énorme. »« Je le fais depuis 40 ans. » Roderick s'est penché en avant. « En fait, c'est pour ça que nous sommes ici. Il y a une société de développement très intéressée par cette propriété. 3 millions d'euros, Michel. Offre cash, clôture rapide. » J'ai fixé les papiers. 3 millions pour une terre que mon grand-père avait défrichée à la main. Cette ferme est dans notre famille depuis 80 ans. Les temps changent. Tu as 67 ans, Michel. Le travail à la ferme est dangereux à ton âge. Machine lourde, terrain accidenté. Un homme pourrait se blesser gravement s'il n'est pas prudent. Un instant d'inattention et... Il a laissé les mots en suspens. « Attends, tu me menaces, Roderick ?»
Son rire a été trop rapide. Te menacer? J'essaye d'aider la famille. Les accidents arrivent tous les jours dans les fermes. Je comprenais parfaitement. Les mêmes personnes qui avaient tué ma femme me disaient que je pourrais être le suivant. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr, mais ne prends pas trop de temps. Des opportunités comme celle-ci ne durent pas éternellement. Ils sont partis. J'ai regardé leur feu arrière disparaître, les mains tremblant de rage. En fermant la maison, j'ai trouvé une carte de visite coincée entre les coussins du canapé. Clearwater Solutions Environnemental. L'adresse était locale et le logo montrait une goutte d'eau avec une montagne derrière. Le même logo que sur l'équipement dans les photographies de Nathalie. Tout était lié, et le temps me manquait pour comprendre comment. Le lendemain matin, j'ai fouillé le cabinet vétérinaire de Nathalie pour la première fois. J'avais évité cette pièce depuis avril, mais les découvertes d'hier avaient tout changé. Si ma femme avait enquêté sur quelque chose d'assez dangereux pour se faire tuer, les réponses pouvaient être cachées parmi son travail. Son bureau était exactement tel qu'elle l'avait laissé. Agenda ouvert au 18 avril, le jour de sa mort. Tasse à café, lunettes de lecture pliées à côté de son ordinateur. J'ai commencé par le classeur, parcourant les dossiers médicaux du bétail de nos voisins. Puis j'ai remarqué un motif. De petits points d'interrogation au crayon à côté de certaines entrées. Toutes datant des 6 derniers mois. Toutes concernant des animaux, le long du ruisseau des Saules. Symptômes inhabituels, avait-elle écrit. Bovins montrant des signes de toxicité, aucune cause évidente. Un autre dossier contenait des photographies d'animaux malades. Vaches avec perte de poils, chevaux en détresse respiratoire, le chien d'un voisin mort après avoir bu dans le ruisseau. Mes mains tremblaient en sortant un dossier marqué « Recherche personnelle ». À l'intérieur, des échantillons de sol dans des flacons en verre, chacun étiqueté avec des coordonnées GPS. Des résultats de tests d'eau de 3 laboratoires différents. Nathalie les avait surlignés en rouge. Niveau dangereux. Elle construisait un dossier, documentait des preuves, se préparait à quelque chose. Derrière son diplôme de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, j'ai trouvé une petite enveloppe scellée. À l'intérieur, une clé en laiton et une note manuscrite. Michel, si quelque chose m'arrive, cette clé ouvre le coffre 247 à la Banque nationale de Paris, agence d'Enfer. Fais confiance à Howard, ne fais confiance à personne d'autre. La ferme est en danger. Je t'aime. N. Le papier a glissé de mes doigts. Nathalie n'était pas simplement tombée sur quelque chose de suspect. Elle avait mené une enquête systématique, se préparant à la possibilité que sa découverte pourrait lui coûter la vie. Elle savait qu'elle était en danger. La clé était chaude dans ma paume. Quoi qu'elle ait caché à Paris était assez important pour risquer sa vie. Assez important pour que quelqu'un la tue pour garder le secret. J'ai pensé à la visite de Roderick, à ses menaces calculées. À ma fille, mariée sans le savoir à l'homme qui avait assassiné sa mère. Debout dans le bureau de Nathalie, tenant son dernier message, j'ai compris que j'avais 2 choix. Je pouvais feindre l'ignorance, vendre la ferme et passer mes années restantes à me demander ce qui était vraiment arrivé. Ou je pouvais suivre la piste qu'elle m'avait laissée. La décision n'était pas difficile. Nathalie était morte en essayant de protéger notre terre et notre communauté. Le moins que je puisse faire était de terminer ce qu'elle avait commencé. J'ai empoché la clé et me suis dirigé vers mon camion. Paris était à 3 heures de route et j'avais un coffre-fort à ouvrir. Ce même après-midi, Brice et Vanessa sont arrivés avec de bonnes nouvelles. Je chargeais des provisions dans mon camion pour le voyage à Paris quand le pick-up de mon fils a remonté l'allée. Brice est descendu avec son expression inquiète habituelle, le même regard qu'il portait depuis que son entreprise de transport avait commencé à perdre de l'argent. Derrière lui, Vanessa serrait une mallette en cuir. « Papa, parfait timing. Nous devons parler de ton avenir. » Ils m'ont suivi dans la cuisine où Vanessa a étalé des papiers sur la table. « Michel, j'ai analysé le marché local. Il y a un intérêt significatif pour le développement. Je ne vends pas. » Brice s'est penché en avant. « Papa, écoute-nous. 3 millions d'euros cash. Clôture rapide. Tu pourrais acheter cet appartement en ville? Peut-être un camping-car pour voyager ?» J'ai étudié le visage de mon fils, voyant le désespoir sous son enthousiasme. « Combien tu dois, Brice ?» La question a frappé comme une gifle. Son sourire a vacillé.
Quoi? Ton entreprise? À quel point tu es endetté? Michel, il ne s'agit pas d'argent, a coupé Vanessa. Foutaise. Qui vous a mis ça dans la tête? Papa, Vanessa et moi avons discuté de ta situation. Vivre seul à ton âge avec toutes ces responsabilités, ma situation va très bien. La voix de Vanessa est devenue tranchante. Non? Tu es isolé, en deuil? Tu prends de mauvaises décisions. Hier, tu as agi de manière paranoïaque en ville, posant des questions étranges à Howard. Mon sang s'est glacé. Quelqu'un m'avait surveillé. Papa, a dit Brice doucement. Vanessa et moi avons déjà signé des papiers. Nous pensons que tu as besoin d'aide pour prendre de grandes décisions. La trahison m'a frappé comme un coup physique. Quel papier? Vanessa a ouvert sa mallette avec précision clinique. Une pétition pour une évaluation de compétences. Nous sommes inquiets de ton état mental depuis la mort de Nathalie. L'isolement, les théories du complot, l'incapacité à prendre des décisions rationnelles. J'ai fixé les documents légaux portant la signature de mon fils. L'évaluation est la semaine prochaine. 3 médecins vont évaluer tes fonctions cognitives, ta capacité de décision. Et s'ils me trouvent incompétent? Le tribunal nomme un tuteur pour gérer tes finances et ta propriété, a expliqué Vanessa avec satisfaction. Pour ta protection, j'ai regardé mon fils, le garçon à qui j'avais appris à conduire, à pêcher, à travailler de ses mains. Ils t'ont eu, n'est-ce pas? Ils ont promis de payer tes dettes si tu les aidais à obtenir la ferme. Papa, personne ne m'a eu. J'essaie d'aider. Le visage de Brice a rougi. C'est exactement le genre de pensée paranoïaque qui prouve que tu as besoin d'aide. Il n'y a pas de complot, papa. Juste une famille qui essaie de prendre soin d'un vieil homme têtu. Ils ont rassemblé leurs papiers et se sont dirigés vers la porte. Je les ai regardés partir, comprenant que j'étais vraiment seul maintenant. Ma fille mariée à un tueur. Mon fils acheté par les mêmes personnes qui avaient assassiné sa mère. Paris ne pouvait pas attendre. Quoi que Nathalie ait caché, pourrait être ma seule chance de tout sauver. La nuit suivante, j'ai conduit jusqu'à Paris en évitant les autoroutes principales. J'avais attendu minuit pour partir, prenant des routes secondaires où la surveillance serait plus difficile. Le trajet de 3 heures m'a donné trop de temps pour penser à la trahison de Brice, à l'évaluation de compétences qui pesait sur ma tête. À l'aube, j'avais atteint la ville. La Banque nationale de Paris se trouvait dans le quartier financier, un monument de granit au vieil argent. L'employé des coffres était jeune, avec des yeux bienveillants qui ne posaient pas de questions quand j'ai présenté la clé de Nathalie et son certificat de décès. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, monsieur Dufour. Le coffre 247 était plus grand que prévu. Métallique et étonnamment lourd. Mes mains tremblaient en soulevant le couvercle, révélant 3 dossiers et un petit enregistreur numérique. Le premier dossier contenait des photographies de surveillance téléobjectif. Des dizaines documentant des opérations de déversement systématique le long du ruisseau des Saules et 3 autres cours d'eau. Des hommes en combinaison hazmat, des camions d'entreprise, des barils vidés dans des ruisseaux alimentant l'approvisionnement en eau de la ville. Les dates s'étalaient sur 8 mois. Une opération continue. Le deuxième dossier contenait des rapports d'analyse chimique, des échantillons de sol montrant des niveaux de toxines dangereux. Des cartes marquées de X rouge montraient le poison se propageant à travers notre système d'eau souterraine. Dans 2 ans, il atteindrait les puits de Millfield. Dans 5 ans, toute la vallée. Le troisième dossier contenait des documents d'entreprise, des relevés bancaires, des manifestes d'expédition. Une piste papier reliant le déversement à des sociétés écrans et des comptes offshore. Au centre, Cornelius Stone, le père de Roderick. Mais l'enregistreur numérique a détruit ce qui restait de ma contenance. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Nathalie a rempli la pièce. Vivante, déterminée, apeurée. C'est le 15 octobre. Je les ai suivis ce soir. Michel, ils n'empoisonnent pas juste notre terre. Ils gèrent une entreprise criminelle, prenant des millions d'euros pour éliminer illégalement des déchets toxiques. Notre ruisseau, notre sol, l'eau de nos voisins, tout contaminé. Sa voix s'est brisée. J'ai tout documenté. Solvants industriels, métaux lourds, cancérigènes causant des malformations congénitales et le cancer. Ils tuent notre communauté pour le profit. Si quelque chose m'arrive, Michel,
Ils m'ont tué pour garder ce secret. Ne les laisse pas s'en tirer. Ne les laisse pas empoisonner l'avenir de nos petits-enfants. L'enregistrement s'est terminé, me laissant avec le poids de son sacrifice. Ma femme avait été assassinée pour avoir tenté de sauver notre communauté du terrorisme environnemental. J'ai rassemblé les preuves soigneusement. Il ne s'agissait plus seulement de notre ferme. Il s'agissait de justice pour Nathalie, de protection pour nos voisins, d'arrêter une conspiration menaçant des milliers de vies. En quittant la banque, j'ai repéré un pick-up blanc avec des plaques du Cantal garées de l'autre côté de la rue. Le même véhicule des photos de Nathalie. Le conducteur portait une casquette enfoncée bas, mais je sentais ses yeux me suivre. Il m'avait suivi jusqu'à Paris. Il savait exactement ce que j'avais trouvé. Et maintenant, je devais trouver comment l'utiliser avant qu'il me réduise définitivement au silence. Le lendemain matin, j'ai appelé Diana Crawford depuis une cabine téléphonique dans un restaurant parisien. J'avais passé la nuit dans un motel bon marché, ayant peur de rentrer avec ce camion de surveillance qui me suivait. Le nom de Diana Crawford était apparu quand j'avais cherché journaliste d'investigation environnementale France. Sa signature apparaissait sur des dissimulations d'entreprises, des déversements illégaux, des politiciens corrompus. Le Monde. Crawford à l'appareil. Mademoiselle Crawford, je m'appelle Michel Dufour. J'ai des informations sur une opération massive de déchets toxiques dans le Cantal. Des gens ont été assassinés pour garder ça secret. Une pause. Monsieur, je reçois beaucoup d'appels. Ma femme a tout documenté avant qu'il la tue. J'ai des photographies, des analyses chimiques, des documents d'entreprise et son enregistrement vocal nommant les responsables. Où êtes-vous ? 1 heure plus tard, j'étais assis en face de Diana dans une salle de conférence du Monde. Elle avait peut-être 40 ans, avec des yeux perçants et l'intensité concentrée de quelqu'un qui avait construit une carrière en exposant les mensonges. J'ai étalé les preuves de Nathalie sur la table. Diana a examiné chaque photographie méthodiquement. Ces niveaux de toxines, ce n'est pas juste du déversement illégal. C'est du terrorisme environnemental. Ma femme a retracé ça jusqu'à un réseau d'entreprises. Société Écran, comptes offshore, gérés par Cornelius Stone. Les doigts de Diana ont volé sur son ordinateur portable. Cornelius Stone. Plusieurs SARL au Luxembourg, en Suisse, à Monaco. Configuration classique de blanchiment d'argent. Michel. Nous parlons d'une entreprise criminelle multi-État. J'ai fait jouer l'enregistrement de Nathalie. Diana a écouté sans interruption, son expression s'assombrissant à chaque révélation. Votre femme était incroyablement courageuse et minutieuse. C'est une documentation digne d'un Pulitzer. Vous pouvez la publier ? J'ai besoin de vérification d'abord. Documents d'entreprise, résultats de laboratoire. Elle a sorti son téléphone. J'appelle mon contact au ministère de l'Environnement et quelqu'un au GIGN qui se spécialise dans les crimes environnementaux. Pendant que Diana passait des appels, j'ai regardé la circulation parisienne. Bonne nouvelle. Le ministère enquête sur des opérations similaires dans 3 régions. Les preuves de votre femme comblent des lacunes dans leur dossier. Le GIGN est très intéressé. Que se passe-t-il maintenant ? Nous les exposons, demain soir. Je viendrai avec vous pour les confronter. J'ai besoin de leurs aveux enregistrés. Trop dangereux ? C'est pour ça que nous aurons du renfort. Elle a composé à nouveau ? Capitaine Thornfield ? Diana Crawford. J'ai besoin d'un soutien tactique pour une enquête sur le terrorisme environnemental. Thornfield positionnera des agents autour de ta ferme, assez proches pour intervenir. Mes mains tremblaient. Tu veux que je les appelle ? Dis-leur que tu es prêt à négocier. Fais-leur croire qu'ils ont gagné. Ils viendront se pavaner. Peut-être devenir imprudents. Diana m'a tendu son téléphone. Appelle maintenant. Demain soir, 20h. J'ai composé le numéro de Roderick, le cœur martelant. Michel, j'espérais que tu appellerais. Tu as reconsidéré notre offre ? Peut-être. On peut parler ? Ce soir n'est pas bon, mais demain soir... Parfait. Mon père et moi monterons demain à 20h. Nous avons une offre finale que tu ne peux pas refuser. La ligne est devenue silencieuse. Diana tapait déjà. Ils ont mordu à l'hameçon. Demain soir, on met fin à ça. J'ai fixé l'écran de son ordinateur portable où elle avait commencé à rédiger l'article qui sauverait notre communauté ou nous ferait tuer tous les deux. Et s'il n'avoulant pas ? Le sourire de Diana était aussi tranchant qu'une lame.
Michel, je fais ça depuis 15 ans. Les hommes comme Cornelius Stone ne peuvent pas résister à expliquer à quel point ils sont malins, surtout quand ils pensent qu'ils sont sur le point de gagner. Le lendemain soir, à 20 heures, la berline noire de Cornelius Stone s'est engagée dans mon allée. Roderick dans son costume coûteux et un homme plus âgé qui bougeait avec la confiance calculée de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. Diana s'était positionnée dans le couloir arrière. Équipement d'enregistrement connecté à la camionnette du capitaine Thornfield. Le plan était simple. Les faire parler. Capturer leurs aveux? Cornelius, merci d'avoir fait tout ce chemin. Ils se sont installés dans mon salon. Cornelius a pris le fauteuil de Nathalie. Je comprends que vous avez reconsidéré notre offre. L'impact environnemental m'inquiète. Qu'est-ce que votre entreprise fait exactement? Nous résolvons des problèmes, Michel. Déchets industriels, élimination chimique. Nous les faisons disparaître. Comme vous avez fait disparaître les inquiétudes de ma femme, la température a chuté. Votre femme était charmante, accident tragique. Ces pannes de frein? Drôle de chose avec les freins. Ils ne tombent généralement pas en panne tout seuls. Cornelius s'est penché en avant. Michel, je vais être direct. Votre femme était trop curieuse. Elle a commencé à poser des questions, prendre des photos. Ce genre de comportement peut être problématique. Assez problématique pour la tuer? Cornelius s'est levé. Nous vous offrons 3 millions d'euros. Refusez, et vous aurez le même genre d'accident que Nathalie. Notre associé est très compétent. Câble de frein, fuite de gaz, accident de chasse, a ajouté Roderick. C'est la réalité. Nous avons trop investi pour laisser un vieil homme en deuil détruire cette opération. Votre femme a appris cette leçon. En fait, a dit Diana en sortant du couloir, des milliers de personnes viennent d'entendre ses aveux. Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? Diana Crawford, Le Monde. Merci pour cette admission de meurtre et terrorisme environnemental. Le son des sirènes grandissait. Portière claquant, bottes sur les marches. Vous nous avez piégés? Espèce de vieux salaud? Le capitaine Thornfield a enfoncé ma porte. 3 agents derrière lui, armes dégainées. Gendarmerie nationale, personne ne bouge. C'est du piégeage. Mes avocats seront très occupés. Cette conversation est en direct sur le site du Monde dans 10 minutes. J'ai regardé menotter les hommes qui avaient tué ma femme, ressentant quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis avril. L'espoir. Le reportage de Diana a frappé le site du Monde à 6 heures du matin. Mon téléphone a commencé à sonner. Journalistes, voisins, parents qui avaient vu l'histoire se propager comme un feu de forêt. Le titre? Un fermier du Cantal expose une conspiration de meurtre environnemental. À midi, TF1, France 2 et les grands réseaux reprenaient l'histoire. Le capitaine Thornfield a appelé. Michel, passez sur la chaîne 7. L'écran montrait des agents du GIGN perquisitionnant un entrepôt près de Clermont-Ferrand. Diana a rappelé. Michel, ça explose. Le ministère de l'Environnement appelle ça du terrorisme. On vient d'arrêter Curtis Fleming ce matin. Il parle déjà. Il est prêt à témoigner sur tout. Qu'est-ce qu'il dit? Que Cornelius Stone a ordonné le meurtre de votre femme. Que Roderick a coupé ses câbles de frein. Qu'ils empoisonnent les eaux souterraines depuis 2 ans. La télévision montrait Cornelius et Roderick emmenés du tribunal en chaîne, en combinaisons oranges. Les procureurs demandent la perpétuité. Les dommages sont estimés à des centaines de millions d'euros. Mon téléphone a vibré. Papa, j'ai vu les nouvelles. Je suis tellement désolé. Puis Adrienne, je n'avais aucune idée. S'il te plaît, pardonne-moi. Mes enfants m'avaient trahi, mais ils avaient été manipulés. La télévision montrait le site de nettoyage au ruisseau des Saules. Des travailleurs installaient des systèmes de filtration. Je suis sorti, respirant l'air pur du Cantal, regardant le soleil se coucher sur une terre enfin sûre. Pour la première fois depuis avril, je pouvais dormir. Les assassins de ma femme passeraient le reste de leur vie en prison. Justice avait été rendue. 6 mois plus tard, le printemps est arrivé. Le ministère de l'Environnement avait terminé son travail, déclarant notre eau sûre et notre terre restaurée. Les cicatrices guérissaient. La voiture d'Adrienne était déjà dans l'allée. Elle venait chaque matin aider à la ferme. Le divorce avait été finalisé en janvier.
Roderick, 25 ans en prison. Son père, perpétuité. Bonjour papa. Adrienne est apparue, les mains sales d'avoir nourri les chevaux. Elle avait échangé les vêtements de créateur pour des bottes de travail. Brice passe aujourd'hui. Il amène les enfants. Emma veut aider à planter des fleurs sauvages. Le jardin commémoratif avait été mon projet d'hiver. Coquelicots, bleuets, marguerites. Brice avait trouvé du travail avec une équipe de construction. Nous reconstruisions la confiance. Il est sobre depuis 3 mois. L'après-midi, Emma m'a aidé à planter des bleuets, tandis que son frère chassait des papillons. Papy, est-ce que mamie Nathalie verra les fleurs? Chaque printemps quand elles fleuriront. Le soir, j'ai marché jusqu'au cimetière. La pierre tombale de Nathalie. Épouse bien-aimée, mère chercheuse de vérité. Je me suis agenouillé, plaçant des fleurs sauvages fraîches. Tu n'as pas juste sauvé notre ferme, tu as sauvé toute notre communauté. L'eau est propre, et ces hommes ne feront plus jamais de mal. Le vent a bruissé à travers les peupliers. Quelque part dans ce son, j'ai entendu sa voix. Le courage, c'est faire ce qui est juste malgré le coup. En marchant vers la maison, j'ai vu des lumières briller à chaque fenêtre. Adrienne cuisinant, Brice aidant les petits-enfants. 3 générations rassemblées autour de la table. La ferme continuerait. La famille guérirait. L'eau de source coulait à nouveau propre et pure. Nathalie avait donné sa vie pour protéger ce qui comptait le plus. Le moins que je puisse faire était de passer le reste de la mienne à honorer ce don. À 67 ans, j'ai appris que Dieu œuvre de manière mystérieuse. Quand j'ai perdu Nathalie, je pensais que mon monde s'était terminé. Mais le Seigneur a utilisé son courage pour exposer la vérité et sauver notre communauté. Cette histoire vraie m'a appris que les plus forts sont ceux qui se battent pour ce qui est juste, même quand ça leur coûte tout. Nathalie m'a montré que la vraie force, c'est de s'accrocher à ce qui compte. La famille, la terre et la justice. Les histoires de papy nous rappellent que les gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires quand ils sont guidés par la foi. Dieu m'a donné la sagesse, le courage et la grâce de pardonner à mes enfants. Chaque épreuve fait partie du plan plus grand de Dieu. Il a transformé la trahison en opportunité de rédemption. Quand je pensais être seul, il a fourni des alliés. Quand je me sentais vaincu, il m'a donné les preuves nécessaires. Avec l'aide de Dieu, même la plus petite voix peut dire la vérité au pouvoir. Il n'est jamais trop tard pour se battre pour ce qui est juste. Avez-vous déjà dû défendre la vérité quand cela semblait impossible? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si cette histoire a touché votre cœur, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Avec la foi et le courage, même les secrets les plus sombres ne peuvent pas rester cachés pour toujours. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like. Écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne. C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.